Merci, merci. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un papier qu'on a soumis à publication dans une revue de grande diffusion qui devra être publié en début 2014, où nous traiterons des aspects historiques et culturels de la glande pinéale en comparant les théories fournies par le spiritisme en 1940 avec les évidences scientifiques actuelles. En 1945, l'avion Enola Gay a jeté au-dessus de Hiroshima et Nagasaki 2 grandes bombes qui ont produit un grand champignon à 3 dimensions qui a changé l'histoire de l'humanité. En 1945 aussi, un autre champignon de 2 dimensions a pu donner le prix Nobel aux travaux du professeur Alexander Fleming et de ses collaborateurs Ernest Chain et Howard Walter pour les travaux initiés en 1922 qui ont changé aussi l'histoire de la médecine en nous apportant les antibiotiques au début, donc qui ont commencé par la pénicilline. En 1945, nous voyons aussi la publication de l'utilisation de venin de serpent pour traiter des angines pectorales, un travail très intéressant qui a précédé de 3 ans la découverte du Brésilien Mauricio da Rocha Silva, qui ensuite est parti aux États-Unis et qui a mis en évidence, à la lumière de la médecine, la découverte des médiateurs inflammateurs qui aujourd'hui nous permettent une gamme énorme de traitements médicaux. En 1945, on voit dans une petite ville de Pedro Leopoldo, dans l'état du Minas Gerais au Brésil, une ville assez riche en minéraux, calcaire et fer, mais qui en 1945, il y avait des maisons très très simples comme celle que vous pouvez voir, où a vécu le plus grand médium brésilien, peut-être le plus grand médium de tous les temps, qui est Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier était un homme très très simple. Il n'a jamais pu aller à l'école après ses 8 ans. À 8 ans de scolarité à peine, il n'a pas pu continuer le rêve d'une carrière. Et depuis tout jeune, il a dû travailler durement pendant le jour et les moments de repos qu'il avait le soir. Il continuait à travailler comme médium, comme porte-voix des esprits, comme cet homme qui recevait les messages de l'au-delà et amenait à la lumière, non sans beaucoup de douleur, parce que Chico Xavier a beaucoup été critiqué, parfois même poursuivi, considéré comme un charlatan, comme un profiteur. Il y a eu des procès de la famille d'un grand écrivain qui ont été faits contre lui pour lui demander des droits d'auteur. Et cet homme simple, donc sans scolarité, en 1945, il a publié ce livre qui, l'esprit, auteur s'est appelé André Luiz, mais il disait que c'était un médecin qui avait vécu au Brésil et qui à son époque était déjà dans les rues de Pedro Leopoldo. Et donc, c'est un grand chercheur brésilien en fait qui a été nommé pour un prix Nobel de médecine. Et quand Chico Xavier a écrit ce livre, publié par la Fédération Spirit brésilienne, la réaction des spirites n'était pas très très bonne, parce qu'en fin de compte, ce n'était pas un roman, ce n'était pas un livre de science ou de divulgation scientifique, c'était des écrits d'un jeune scientifique
illuminés par les découvertes qu'il faisait et qui étaient anxieux d'apporter des nouveautés, un matériel d'étude à un public, ceux qui pourraient le lire et en tirer quelques leçons. Nous savons donc que le livre Missionnaire de la Lumière n'a pas été écrit pour cette époque-là. Dans ce livre, nous trouvons dans un seul chapitre 21 citations sur la glande pinéale et sur ses fonctions. C'est quelque chose d'étonnant pour l'époque. La littérature médicale de l'époque, en se basant sur le PubMed de 1945, et donc c'est des données qui ne sont pas très précises, mais en 1945, on peut trouver une seule citation de la glande pinéale dans toutes ces publications. Et dans un chapitre de ce livre Missionnaire de la Lumière, il y en a 21 citations sur la glande pinéale. Je pense que chacun de vous a pu faire la somme et constater que ce sont bien 21 citations sur cette glande pinéale. Ce qui est intéressant, c'est que cette glande et son hormone éveillent aujourd'hui un intérêt très très grand. Si nous utilisons les mêmes unitermes, et si on fait la recherche entre 2000 et 2013, on trouve 5212 articles. Si les unitermes sont mélatonine, on trouvera 18 523 articles. Lorsque nous interprétons la révélation apportée par Chico Xavier dans le livre Missionnaire de la Lumière, les révélations scientifiques apportées par un homme qui, à 8 ans, était sorti de l'école, signé donc par un homme qui avait 8 ans, qui a quitté l'école à 8 ans. C'est donc un esprit qui avait été médecin quand il était incarné, dans sa dernière incarnation au Brésil, qui a apporté ces révélations. On peut interpréter comment cela s'est produit, de quelle manière cette interaction se produit, donc avec un esprit fantastique qui peut arriver à chercher toutes ces ressources auprès d'un esprit désincarné et peut nous apporter tant de nouveautés, tant d'éléments. Nous interprétons ce travail de Chico Xavier, nous les interprétons au niveau de l'âme, mais il y a aussi tous ces autres travaux qui sont cités ici, comme John Eccles, dans son modèle de dualisme interactionniste. Mental et cerveau interagissent mais sont distincts l'un de l'autre. Karl Popper, philosophe épistémologue allemand, a proposé qu'il existe 2 types de darwinisme dans l'évolution. Il y a un darwinisme passif, mais à partir d'un moment donné, quand la conscience, l'autoconscience surgit, il y a un darwinisme actif où l'être conscient, autoconscient, conscient de lui, peut interférer de façon décisive dans son évolution. Et ce qu'il a appelé de monde 3, ce que Popper a appelé le monde 3, c'est le monde de l'autoconscience. En interprétant l'hypothèse de Popper, John Eccles développe ce schéma où on peut voir que le cerveau n'est qu'une interface. Le cerveau de liaison apporte des expériences cérébrales, mais qui sont produites et interprétées par la conscience. La conscience lit le cerveau, mais elle imprime aussi dans le cerveau
sa marque, sa signature. Donc John Eccles décrit cette interface en disant que le mental autoconscient unifie tous les complexes, les processus neuraux, réunissant les résultats des lectures de différentes zones du cerveau de liaison. Ce qui est intéressant, c'est que cette définition a été présentée par André Louis déjà par l'intermédiaire de Chico Xavier en 1948, quand il dit « Les nerfs, le cortex moteur et les lobes frontaux ne constituent que des points de contact réguliers entre l'organisation périspritale et l'appareil physique. » Un homme simple qui a quitté l'école à 8 ans a reçu par un esprit, une conscience désincarnée, des informations qui nous permettent de dire que c'est une proposition de théorie de la conscience. Ces informations, on est en train de les réunir dans un projet de travail pour, d'ici peu, pouvoir le publier sous forme de livre, coordonné par le docteur Marlène Nobré. Toujours dans ce livre, dans le monde supérieur, j'ai d'abord parlé de Missionnaires de la Lumière, mais maintenant je parle de Dans le monde supérieur, qui est sorti en 1948. André Louis se hasarde à décrire le lien entre la conscience et des zones spécifiques du cerveau. Et en 1948, par cet homme qui ne connaissait même pas les termes médicaux, qui ne connaissait pas du tout l'anatomie, il va donner de l'importance aux lobes frontaux, attribuant à cette zone qu'on appelle la zone préfrontale, l'attribut d'être la partie du cerveau où les matériaux d'ordre sublime, où la conscience non locale s'exprime, exprime des concepts liés à notre évolution future, où nous manifestons nos insights. C'est dans cette zone préfrontale que André Louis dit que les matériaux d'un ordre sublime que nous allons conquérir progressivement, c'est là qu'ils sont exprimés. Ceci nous a beaucoup étonnés quand nous avons lu ça la première fois. Et un papier publié par l'association de 3 personnes brillantes, donc Jeffrey Swartz, Mario Beauregard et Henry, quand il parle des états de mindful state, et le Dr Stepp décrit les effets dans les différentes zones du cerveau. Et on voit donc dans ce travail que les lobes préfrontaux ont un rôle extrêmement important. Lorsque nous parlons de la glande pinéale et son rôle vis-à-vis de la conscience, nous parlons de la mélatonine et de la fonction cognitive. La mélatonine est l'hormone importante parce qu'elle permet, elle aide, elle favorise à notre organisme d'avoir un cycle circadien des 24 heures. Il y a un noyau suprachiasmatique qui active les clock genes, les gènes. Elle régule l'expression de ces gènes, mais pas seulement dans le noyau suprachiasmatique, mais aussi dans les organes périphériques. La mélatonine est produite principalement dans la glande pinéale, mais aussi dans les intestins et dans plusieurs autres cellules. Toute la mélatonine que nous pouvons doser est produite par la glande pinéale. Donc, vous pouvez voir ici une illustration qui montre le lien de la mélatonine avec les autres zones du cerveau. Je vais passer assez rapidement parce que comme il n'y a pas que des médecins dans la salle, et hier Dr Carlos Roberto en a parlé, donc
Et en parlant de la mélatonine à sa fonction cognitive, nous pouvons voir que Larson et collaborateurs, donc, qui disent que l'ordonnancement temporel, quand nous coordonnons les faits sur l'axe du temps, c'est quelque chose de fondamental pour notre cognition et notre comportement et mémoire. Elle est modulée par la mélatonine dans la région de l'hippocampe. Et la mélatonine peut régler l'apprentissage et la mémoire sur les activités synaptiques en promouvant le contrôle d'un phénomène qui se produit au niveau des neurones et qu'on appelle en anglais long-term potentiation. Ce qui est intéressant aussi, montré par d'autres études, c'est que la séparation et la privation maternelle répétitive chez des cobayes produit une réduction des niveaux de mélatonine qui est très significative et qu'il existe une corrélation négative significative entre les niveaux sériques de la mélatonine et la mémoire spatiale. Moins il y a de mélatonine, moins l'organisation de la mémoire spatiale existe. Il y a donc la suggestion d'une association entre la mélatonine et le neurodéveloppement. Chez les humains, le stress et le stress post-traumatique peuvent provoquer des troubles du sommeil et une réduction de l'amplitude du pic nocturne de mélatonine qu'on peut aussi trouver chez des patients déprimés. Donc, plus spécifiquement sur notre travail, dont le but est d'étudier et de compiler les informations sur la glande pinéale dans les livres de Chico Xavier, pas seulement Missionnaire de la Lumière, et faire une analyse critique de ce qu'il a apporté avec ce que nous avons aujourd'hui dans la science, les concepts actuels de la science. Le premier point, la description de l'hormone sécrétée. Dans le livre Missionnaire de la Lumière, nous voyons l'affirmation que la glande pinéale sécrète des hormones psychiques ou unités force qui vont agir de manière positive sur des énergies, les hormones psychiques, donc sur les énergies procréatrices ou les unités de force. L'hormone psychique, on le comprend comme l'hormone qui aurait l'action sur la psyché. Et en 1945, l'hypothèse que la glande pinéale produisait des hormones existait déjà dans le milieu médical, mais ce n'est qu'en 1958 que Lerner et les collaborateurs ont isolé la mélatonine, et en 1959, il était accepté que c'était réellement l'hormone produite par la glande pinéale. Dans le passage où il dit qu'ils agissent de manière positive sur les énergies procréatrices, nous avons reçu cette révélation ou cette affirmation d'André Louis par l'intermédiaire d'un homme qui n'avait aucune culture scolaire. Nous avons accueilli ça avec beaucoup de surprise parce qu'à l'époque, dans les recherches qu'on a faites, il n'y avait aucun postulat médical sur la mélatonine et la génération d'énergie. Et alors qu'aujourd'hui, on a plusieurs éléments, plusieurs évidences. Vous avez ici les numéros entre parenthèses, les références bibliographiques que vous verrez après. Donc, toutes ces études démontrent que la mélatonine travaille directement sur le stress oxydant mitochondrial. Le DNT dont on a parlé est un produit qui prévient le stress oxydant mitochondrial. Et c'est pour ça qu'il se présente, il apparaît dans des situations extrêmes comme les arrêts cardiaques. Et la mélatonine est aussi un coadjuvant dans la protection neurologique
contre l'hypothermie chez les nouveau-nés. Imaginez un bébé qui sort de l'utérus, une température chauffée, 37 degrés et demi, et qui vient donc dans le milieu extérieur avec au moins 10 degrés de moins. Il y a un choc thermique, une hypothermie, et ce qui prévient cette hypothermie chez les nouveau-nés, c'est la mélatonine. Et il y a aussi le postulat parce que la participation, la physiologie du tissu adipeux marron, donc une action contre l'obésité. Donc je dois avoir beaucoup de mélatonine parce que je deviens obèse tout doucement. Donc voici les références. Et quand nous parlons de la pinéale et de la santé mentale, nous voyons comment André Louis par Chico Xavier, je pense souvent, si jamais Chico Xavier avait pu étudier la médecine, qu'est-ce qu'il aurait pu nous apporter pour nous, beaucoup plus encore. Et donc là, il dit, la glande pinéale est la glande de la vie mentale qui préside au phénomène nerveux de l'émotivité. Elle contrôle le monde émotif et elle est le laboratoire le plus avancé des éléments psychiques du corps humain. À l'époque, en 1948, la littérature médicale avait postulé certaines choses dans ce domaine. Le rôle de la mélatonine dans la santé mentale avait d'abord été considéré au XVIIe et XVIIIe siècle, quand on avait lié cette glande à la folie. En 1920, les premiers extraits de la glande pinéale avaient été utilisés pour traiter des cas de schizophrénie. Et il y a eu beaucoup de controverses dans les résultats. Ce n'est qu'après l'isolement de la mélatonine en 1958 que les études expérimentales avec la mélatonine ont pu être obtenues et confirmer cette théorie. Ce qui est intéressant, c'est que les études du professeur Russell Foster, publiées récemment, montrent que toute maladie mentale, qu'elle soit des cas psychotiques ou même la dépression, est précédée par des altérations du sommeil qui sont liées à la mélatonine. Ce que nous voyons dans la littérature mentale, il y a un message qui a été reçu sur l'ordinateur de Danny. Donc, sur le sujet de la pinéale et la santé mentale, il a reçu des messages en allemand. On observe une augmentation de l'expression des récepteurs de la mélatonine dans les noyaux suprachiasmatiques chez les patients déprimés. Et pendant cette évolution peut se produire une amplification, une augmentation. Un autre travail révise le rôle de la mélatonine dans la psychiatrie et on conclut que le fait de connaître le rôle de la mélatonine dans la psychiatrie peut nous aider à comprendre les bases biologiques de plusieurs troubles psychiatriques, en particulier les aspects chronobiologiques. Dans ce travail de 2001, le premier travail de Dr. Russell Foster de 2011, c'est-à-dire il y avait déjà l'intuition qu'il y a un rôle chronobiologique. Voilà donc les références bibliographiques correspondantes, certaines que nous avons utilisées dans nos travaux. Alors, le sujet de la pinéale et l'activité physique, c'était une surprise de trouver cette référence de l'esprit André Louis par Chico Xavier. Et j'aime bien le répéter, si Chico Xavier était un homme qui a 8 ans avait quitté l'école, on ne peut pas dire que c'est sa conscience non locale qui a produit tout ça. C'était certainement la conscience non locale d'une autre personne qui était un désincarné. Il disait donc, contre l'accumulation de forces nerveuses, on le conseille aux jeunes gens
de pratiquer l'aviron, jouer la balle, la gymnastique et la course à pied. Il va falloir que je fasse la course à pied pour prévenir cette accumulation de force grasse. Et donc à l'époque, ça n'a jamais été vraiment bien expliqué quel est le lien entre la glande pinéale et l'exercice physique. Dans les années 1940, toutefois, les premières études qui ont montré que le fait d'exposer des rats à plusieurs types de stress, augmentant les catécholamines dans le flux sanguin, augmentait le niveau de mélatonine dans le plasma et dans la pinéale. Et ces données sont de la fin des années 70 et du début des années 80. Toutefois, les premières études dans cette ligne de recherche se sont produites dans les années 80. Et nous voyons donc cette étude qui est citée là, publiée en 2003, d'un groupe de l'université de Loughborough, en Leicestershire, en Royaume-Uni, et à Liverpool aussi. Nous pouvons conclure avec une autre étude que la mélatonine semble influencer la performance physique elle-même, mais l'utilité de l'exercice en tant que régulateur chronobiologique n'est pas encore établie et les résultats sont controversés. Ce que je peux dire, c'est que le lien entre l'activité physique, l'exercice physique dans la sécrétion de mélatonine dépend du type d'activité, de l'intensité de cette activité et à quelle heure on fait cette activité. Il y a quelques études qui démontrent que l'activité physique, le soir, quand elle est intense, elle supprime la mélatonine, alors que l'activité physique un peu plus légère le soir, elle semble plutôt l'augmenter. Tout ça n'est pas encore très bien établi. Cependant, ce qui est très curieux, c'est la réception par le médium de cette information en 1945. Le lien entre la mélatonine ou pinéale et la fonction endocrinienne et reproductive a aussi été souligné par le médium. Il a dit que, sécrétant de délicates énergies psychiques, la glande pinéale conserve une ascendance sur tout le système endocrinien. Ou encore, l'épiphyse, comme un petit soleil bleuté, maintenant dans son champ d'attraction magnétique toutes les autres, depuis l'hypophyse et la région des ovaires, fonctionne comme notre astre de vie. J'étais très étonné quand en 1990, j'étais avec le docteur Daniel Cardinali d'Argentine qui habitait aux États-Unis, qui m'a présenté, qui nous a dit que la glande pinéale a des récepteurs pour toutes les hormones hypophysaires et que la pinéale fonctionnerait comme une glande régulatrice de l'hypophyse. J'étais étonné par cela parce que c'était tout à fait compatible avec ce que André Louise avait écrit. Et à la fin de son exposé, je suis allé le voir et puis je lui ai dit: mais qu'est-ce que ces choses-là peuvent apporter à la science? Et il m'a dit: le rôle de la pinéale, je le vois comme le tableau qui était décrit par Descartes. C'est le grand siège de l'âme. Et je lui ai demandé: mais est-ce qu'on a des moyens de prouver ça? Il a rigolé et puis il m'a dit: on peut prouver que la pinéale agit de façon différente qu'on le pensait avant. Et le travail du docteur Daniel Cardinali, qu'il avait publié avant, que la glande pinéale a des caractéristiques de transduction et d'intégration neuro-endocrinienne telles que, je ne vais pas toutes les citer, vous pouvez les voir ici, ce sont des termes médicaux,
Mais ce qui est intéressant, c'est que le lien entre la glande pinéale et le système endocrinien donc, date de 1898, quand Hübner a été le premier à décrire ce lien possible. Mais il a décrit le cas d'un jeune homme qui avait une tumeur à la pinéale et qui avait une puberté précoce. D'autres scientifiques, comme Berblinger et Engel, ils suivaient cette même ligne, mais c'est en 1943, par les études de Bachmann, étudiants des animaux, donc, qui ont suggéré un rôle possible de la pinéale pour réguler la fonction hypothalamique. Et selon les historiens, dans la première moitié du XXe siècle, il y avait vraiment des notions que la pinéale avait une fonction antigonadotropique, gonadotrope, c'est-à-dire une fonction qui bloquerait le développement des gonades, et qu'il y aurait aussi un lien entre la pinéale, l'hypothalamus et la glande pituitaire. Ce qui est très curieux, c'est que si Chico Xavier avait pu connaître ces informations, il était beaucoup plus actualisé et au courant que beaucoup d'autres professeurs de médecine au Brésil, alors que c'était un homme qui avait quitté l'école à l'âge de 8 ans. La mélatonine interagit avec les autres régulateurs circadiens et contrôle ainsi directement ou influence sur les clock genes de la glande adrénale et influe la sécrétion de plusieurs autres hormones. Il existe des évidences de ce lien entre la mélatonine et les clock genes dans l'adrénal et dans le pancréas. Et c'est important parce que aujourd'hui nous avons un sous-type de diabète qui est le type 2, qui est lié à des récepteurs type 1B de la mélatonine qui aurait une altération dans la glande suprarénale et dans le pancréas de ces patients. Ce qui permet des réflexions dans des nouveaux traitements du diabète en utilisant des agonistes de la mélatonine. Là, vous pouvez voir le dessin du docteur Cardenali, je vous demande pardon parce qu'elles sont en espagnol, donc, qui montre la relation entre cette hormone de la pinéale et des autres organes et comment le manque de synchronisme, c'est-à-dire la perte de la régulation de la mélatonine, peut provoquer des altérations systémiques énormes. André Louis dit encore par l'intermédiaire de Chico Xavier que dans son rôle de contrôleur du monde émotif, sa position dans l'expérience sexuelle est basique et absolue. Dans la période de développement infantile, qui est une phase de réajustement de ce centre important du corps périsprétal préexistant, on doit comprendre le corps périsprétal préexistant comme le corps astral dans les traditions ésotériques ou la conscience dans la terminologie moderne. Et donc, pour continuer, l'épiphyse ou la pinéale paraît constituer un frein aux manifestations du sexe. Il dit aussi que les chromosomes de la vésicule séminale n'échappent pas à son influence de façon absolue et déterminée. Il existe des preuves entre le lien entre la production de la mélatonine et la fertilité. Les pinéalocytes, qui sont les cellules de la glande pinéale qui produisent la mélatonine, expriment des récepteurs tant pour l'hormone LH que par le GHRH ou GNRH, qui est l'hormone de l'hypothalamus qui régule cette hormone de l'hypophyse. Vous voyez donc les références correspondantes. L'extrait, les chromosomes de la vésicule séminale n'échappent pas à son influence absolue et déterminée, est intéressante parce qu'elle nous permet d'apprécier
les évidences actuelles qui montrent que le liquide séminal contient de la mélatonine et que la mélatonine semble être un facteur protecteur influent contre les dommages chromosomiques induits par des rayonnements ou des radiations. Et quand il dit « dans la période de développement infantile, l'épiphyse paraît constituer un frein aux manifestations du sexe », les études démontrent que les déficiences dans l'action de la mélatonine peuvent être liées à la fonction sexuelle altérée chez les hommes et qu'il existe des preuves du rôle facilitateur de la mélatonine dans le comportement sexuel par le biais de son mécanisme lié au récepteur de la sérotonine. Mais la mélatonine, ce n'est pas du Viagra. Là, vous voyez les références. Et quand il parle de la connexion avec le monde spirituel, l'esprit décrit la glande minuscule qui s'était transformée en un centre rayonnant et aux alentours, ces rayons formaient un lotus aux pétales sublimes. La philosophie hindoue et la médecine védique datent d'il y a 5000 ans et elles décrivent la glande pinéale comme étant le 6e chakra. Selon ces traditions, la pinéale serait une fenêtre vers le monde spirituel où les pouvoirs mentaux se basent ou s'installent, s'implantent. Et il associait cette glande avec la clairvoyance et avec la méditation. Il disait aussi, ces traditions védiques disaient que ces activités sont nocturnes. Si nous allons en campagne, loin de la lumière naturelle, sans amener aucune lumière électrique et que nous vivons uniquement avec la lumière du jour, après 2 semaines, notre horloge biologique interne s'ajuste à la nature. Nous aurons sommeil par induction, de la mélatonine qui va augmenter et nous dormirons entre 8 heures du soir et minuit. Entre minuit et 2 heures du matin, nous entrerions dans un état très intéressant où nous serons sujets à des visions et à des rêves lucides. Les grands auteurs comme Shakespeare écrivaient de préférence entre 10 heures du soir et 2 heures du matin. Et ils dormaient tôt. C'est un fait très intéressant et tout ça est lié à l'activité de la glande pinéale. Le modèle proposé par Descartes au XVIIe siècle place la pinéale comme étant le siège de l'âme, où se situe l'âme. Et la théorie de Descartes, même si elle a été très combattue, elle survit toujours dans certaines conceptions actuelles, non seulement philosophiques, mais aussi scientifiques. Récemment, 4 études ont fondé cette spéculation ancestrale que la pinéale exerce un rôle important dans la conscience intrinsèque. Hier, Carlos Roberto nous a montré des images d'une de ces études de zéro-image. Mais la première étude a montré l'activation de la pinéale pendant la méditation religieuse. Le deuxième a démontré que la glande pinéale a été activée pendant la méditation silencieuse chinoise. La troisième a démontré qu'un type particulier de méditation a élevé les niveaux de mélatonine salivaire. Et la quatrième étude a démontré que la glande pinéale a été activée lors d'une méditation comprenant une connexion spirituelle, lorsqu'on l'a comparée avec une méditation par la respiration ou l'observation. Donc vous avez de nouveau les images que le docteur Carlos Roberto vous a expliquées hier, et ici vous voyez donc les références qui correspondent. Pour conclure, les bases biologiques et spirituelles de la conscience
Selon André Louis, en vérité, ce n'est qu'un petit survol que nous avons pu réaliser. Quand nous observons la pinéale, nous sommes d'accord avec le docteur Daniel Cardinale qu'elle fait la transduction et l'induction neuroendocrinologique, neuroendocrinienne. Mais la pinéale, selon nous, fait aussi la transduction et la modulation des signes provenant de la conscience qui, selon André Louis, j'appelle aussi corps mental. L'encéphale, le cortex moteur et les zones préfrontales permettent l'expression de la conscience, le flux de pensée, le langage et les automatismes appris. Le langage a été une conquête fantastique pour la manifestation de l'être qui est conscient de lui. Quand nous comparons les cerveaux humains avec les cerveaux de primates, nous voyons qu'il y a les zones 39 et 40 de Bridgman qui sont absentes auprès de ce primate, qui sont ceux du langage. Les études qui ont essayé d'enseigner le langage à ces primates ou à ces singes, aucune de ces études a pu démontrer qu'un singe est capable de développer un langage qui se réfère au prochain, à l'autre. Les études montrent que lorsque les singes apprennent le langage des singes, des signes, ils ne se réfèrent qu'à eux-mêmes et ne considèrent pas l'autre. Et donc le langage, c'est vraiment une conquête humaine. Et André Louis, dans son livre « Évolution dans les deux mondes », qui est en cours de nouvelle traduction en français, de révision, André Louis nous dit que le rôle de la pinéale, c'est la traduction et la sélection des états mentaux divers dans les mécanismes de la réflexion et de la réflexion et de la pensée, de la méditation et du discernement. Et pour conclure, notre avant-dernier slide, avant que Daniel Deschamps nous fasse une crise, Dany Beauchamp, pardon, l'intégration de la conscience avec le cerveau se fait grâce à la pinéale qui est le transducteur, intégrateur des signes provenant du corps, et le corps mental et le cortex cérébral est l'exécuteur de l'expression de la conscience. J'écris ça tranquillement parce que les études d'enfants qui No 24 Sleep-Wake Syndrome, donc c'est un syndrome rare de déficience de la mélatonine, ces enfants ont un cycle biologique complètement différent du nôtre. Que lorsqu'elles ne sont pas traitées, ces enfants ont des problèmes cognitifs sérieux qui peuvent ne pas être liés au manque de mélatonine, mais les éléments montrent que c'est plutôt le contraire, que ces éléments cognitifs ont un lien avec la mélatonine. La contribution de l'esprit d'André Louis par la médiumnité de Chico Xavier est importante. L'anticipation de fonctions attribuées par cet esprit à la glande pinéale, qui ont été mises en évidence par la suite par la méthode scientifique, méritent l'attention non seulement envers les ouvrages psychographiés par Chico Xavier, mais aussi pour leur rôle possible dans l'ensemble des connaissances obtenues par des voies non habituelles comme la médiumnité. Ma ville, elle n'est pas aussi jolie, donc je n'ai pas réussi à mettre sa photo, mais je vous remercie quand même, chacun de vous.